La vérité, c'est que les gens sont tous en état de survie. L'autre jour, j'étais au parc avec mes enfants et je vais pour m'asseoir sur un banc. Et il y a deux femmes en train de discuter. J'ai observé que mon premier réflexe, c'était de capter leur regard pour dire bonjour avant de m'asseoir. Et c'est pas que je leur demandais l'autorisation, c'est que je prenais le temps de les sécuriser sur ma présence. Juste avant, dans ce même parc, il y a une maman qui a demandé les règles d'un jeu à mon fils pour inclure son fils qui était plus petit. Et avant de faire ça, elle a cherché mon regard pour être sûre que je valide l'interaction. Juste après ça, il y a une ado dans ce même parc qui m'a envoyé un ballon dans les jambes et j'ai failli tomber. Je t'avoue que ce jour-là, j'étais un aimant à ballon, petit retour en enfance traumatisant. Bref, la jeune fille, avant même de s'excuser, elle a cherché mon regard pour comprendre mes intentions, dans quel état j'étais, savoir si elle était en sécurité en s'adressant à moi. Il y a eu comme un temps d'arrêt, tu vois. En fait, on passe le plus clair de notre temps dans les interactions à sécuriser, montrer patte blanche, faire gaffe, marcher sur des œufs, vérifier où en est l'autre. Et c'est comme ça tout le temps. Dans le train, tu t'assois à 2 places d'écart des autres passagers. Pas toujours pour éviter l'interaction, mais pour n'être ni un dérangement, ni une gêne, ni une menace au regard de l'autre. Aussi parce que toi-même, tu connais pas la personne. Donc tu sais pas dans quoi tu t'engages, si tu es trop proche. Même chose, un homme qui marche seul derrière une femme tard le soir, il va souvent changer de trottoir ou ralentir s'il veut pas lui faire peur. Un SDF qui fait la mendicité, il s'annonce à tout le wagon dans le train. Bah oui, parce qu'il sait que si on voit un mec débraillé venir vers nous sans savoir pourquoi, c'est mal parti. Sans cesse, on sécurise, on prend des précautions. En fait, on sait inconsciemment qu'on peut être perçu comme dangereux. On comprend intuitivement que l'autre est en état de vigilance permanent. Et c'est pas très étonnant, parce que nous-mêmes, est-ce qu'on n'est pas dans cet état-là ? Est-ce qu'on n'est pas sans cesse en train de vérifier que l'autre n'est pas un danger ? Que ce soit un danger physique, verbal, émotionnel, etc., etc. T'as bien compris que je parle pas nécessairement de danger de mort, mais de dangers qui sont perçus comme tels par notre système nerveux. Le rejet, l'indifférence, l'agression verbale, un regard méprisant, tout ça, c'est des formes de danger. On va s'avouer que de plus en plus, on parle de réels dangers potentiels. Est-ce qu'on peut s'avouer ça ? Moi, j'irais dans cette direction. Est-ce qu'on a questionné ce que ça engendrait dans nos vies et dans notre identité ? Comment ça influe sur nos choix ? Comment ça teinte nos expériences ? Comment ça transforme nos relations ? Ce simple fait-là qui est présent partout. De la même manière, est-ce que tu t'es demandé dans ta vie professionnelle ce que ça voulait dire pour tes clients, tes prospects, ton audience, tes collègues, tes associés, tes employés ? Est-ce que tu t'es demandé ce que tu avais ou ce que tu pouvais mettre en place pour créer cette sécurité chez eux ? Pense juste 2 minutes à ce que ça peut changer si un employeur prend ça en considération dans la manière de gérer la vie de son entreprise. Et puis, est-ce que ça n'aurait pas un lien avec tes difficultés à convaincre, à créer de l'engagement, à rassurer les futurs clients ? Et pense 2 minutes à ce que ça peut changer dans ton marketing de prendre ça en considération. La santé mentale des Français, pour ne parler que des Français, va globalement pas si bien. Usons de cet euphémisme. On va globalement pas si bien, collectivement et individuellement. C'est un état de fait qu'on se dit vite fait autour d'une bière sur le ton de la blague. Je trouve par contre que c'est très peu pris en compte dans le dev perso, le marketing, le branding, et même dans la spiritualité, et même dans nos couples et dans nos familles. Bref, dans nos projets, nos pratiques, nos activités. Sauf, pour manipuler des gens qui sont dépassés, qui sont désorientés, qui sont désespérés, qui sont angoissés. Là, va y avoir du monde pour comprendre d'un coup, paf, ça s'allume, qu'il y a un état psychologique à prendre en compte, qu'il y a une sensation de peur à prendre en compte. T'en as certainement entendu parler pour travailler ton marketing, appuyer sur la peur, faire ressortir la peur, faire comprendre la peur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas intégrer cette connaissance à d'autres endroits pour aller créer du soin à l'autre ? Pas seulement de la prise de conscience, entre guillemets brutale, violente, selon la forme de marketing que tu décides de faire. Mais ce qui est enseigné en général autour de cette question, c'est beaucoup « vas-y, mets le doigt dans la plaie, ça va faire mal, comme ça il va comprendre qu'il faut faire quelque chose ». Mais comment est-ce qu'on peut intégrer ça également pour prendre soin, pour créer des systèmes dans lesquels on rassure, on sécurise, on fait du bien, on crée du confort, que la personne en face, elle gagne en autonomie, en capacité d'engagement et de transformation. Et oui, aussi, pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour s'engager avec nous financièrement. Mon but premier ici, c'est pas de dire que tu dois, toi, vite sortir de cet état de survie, complet ou partiel. C'est clairement pas en amplifiant le sentiment de danger dans lequel on peut se trouver, en nous foutant le nez dans la peur que ça va, comme par magie, nous libérer de cet état. Ce serait comme t'annoncer que je vais te libérer de l'oppression de ton gouvernement en bombardant un tiers de ton pays. Qui fait ça ? Qui fait ça ?
Moi, j'ai pas de formation à te vendre sur comment sortir de l'angoisse et de l'état d'hypervigilance, quand bien même j'ai fait un chemin là-dessus en 4-5 ans qui est assez considérable. Mais c'est pas le domaine dans lequel je vais vendre quelque chose. Donc mon message, il est ailleurs. Après, si t'as envie de parler de ce sujet, mes MP sont ouverts, je te partage mon expérience. Je suis là pour attirer ton attention, mais certainement pas pour appuyer sur la peur. T'inquiète, il y a un tas d'espèces qui vivent toute leur vie en état de survie et qui s'en sortent. Les lapins, les daims, les mulots, les sangliers, ils s'adaptent, ils trouvent des solutions, ils développent des automatismes, ils fabriquent des refuges et ils se multiplient, ils croissent, ils fructifient, tout en étant en permanence dans l'hypervigilance. L'idée, ça n'est pas de rentrer dans une espèce de panique un peu abstraite. Au lieu de paniquer, je t'invite à te poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en tant que peuple, on s'est mis à se comporter comme du gibier ? J'aimerais bien répéter cette question pour vraiment qu'on l'écoute ensemble, attentivement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en tant que peuple, on s'est mis à se comporter comme du gibier ? Où est le danger ? Qui est le chasseur ? Qui est le prédateur pour notre système interne ? Parce qu'on a tendance à mettre ça sur le dos de plein de choses. La peur du rejet, la peur d'être illégitime, et tatata. Et on se concentre sur l'aspect individuel. Mais la problématique de santé mentale, elle est collective. Elle n'est pas individuelle. Elle est à l'échelle du peuple. Donc où est le danger ? Qui est le chasseur ? Qui est le prédateur pour notre système interne ? Qui a intérêt à ce qu'on se comporte de cette manière ? Parce qu'un individu en état de survie, il survole sa vie. Il cherche des trucs auxquels s'accrocher, des compensations. Il consomme pour rester hors de cette réalité trop violente. Des loisirs, des objets, des informations, il consomme tout ça. Il évite de se confronter à ce qui va empirer son stress. Pas trop de politique, c'est pas sécurisant vu ce qui s'y passe. Pas trop de recherche sur les actualités. On va manger ce qu'on nous dit en surface et éviter de comprendre ce qui se passe réellement. Parce que c'est long, c'est lourd, c'est anxiogène. On n'a pas le temps globalement, parce que c'est trop violent, trop angoissant, et qu'on a déjà du mal à porter ses propres angoisses individuelles. Alors pourquoi aller chercher à porter les angoisses du collectif ? Pourquoi s'y intéresser ? Un individu qui va mal en termes de santé mentale n'est pas vraiment présent dans la vie collective. Il ne rejoint pas les mouvements politiques, il ne manifeste pas, il ne s'informe pas, donc il ne réagit pas trop aux mensonges. Il les voit la plupart du temps, mais il laisse passer. Il vote pour celui qui a la meilleure vibe sans lire les programmes. Il ne signe même pas de pétition. Il pense que de toute façon, il n'y a rien à faire. Alors il ne fait rien. Et il se donne raison. Il reste mi-neutre, mi-conférencier de comptoir, mi-passif, mi dans le déni, mi-épuisé, mi-trop occupé. Il est bien pratique, quoi. Comme un lapin. C'est pratique, un lapin. Ça se multiplie vite. Ça fait avec les conditions que tu lui donnes. Ça ne se rebelle pas des masses. Et tu fais une battue quand tu veux, en envoyant les chiens devant. Quand tu attaques, ça se disperse, ça détale dans tous les sens, sans stratégie, chacun pour sa peau, cherchant le premier terrier venu pour s'y terrer à nouveau. En attendant les beaux jours. Au fond, le pouvoir n'a pas besoin de nous éliminer. Il lui suffit de nous maintenir dans cet état de fuite permanente. Un peuple de lapins, c'est silencieux. Et ça finit toujours par finir la casserole, en pensant que c'était simplement l'ordre des choses. La vérité, c'est que les gens sont tous en état de survie, à tel point qu'ils questionnent même plus cet état. Ce qu'il a engendré, et les conséquences qu'il a sur les vies individuelles, mais aussi sur le collectif. Alors oui, c'est vrai, un lapin, c'est choupi, mais est-ce qu'on a vraiment, au fond, envie d'être des lapins ?